Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, c'est sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de ces 5 ans de crise sanitaire, de détournement de fonds, de milliards d'euros et de dollars détournés de dettes. Où est passé tout cet argent depuis ces 5 ans? On va en parler tout de suite avec mes 2 invités. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Vous serez adhérents avec les Sylvain Ferreira, les Jean-Michel Vernochet, les Laurent Ozon, etc., etc. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Et puis, il ne faut pas avoir peur. La boutique Géopolitique Profonde est ouverte. Bonsoir, chers amis. Alors là, on va parler vraiment d'une bombe. On peut dire même que c'est une exclusivité. Je vous en remercie de nous l'apporter ici à Géopolitique Profonde. Voilà, en gros... en Amérique, ne serait-ce que déjà en Amérique, 800 milliards de dollars ont été détournés d'argent public, sur, eux, ils appellent ça la PPP, le Paycheck Protection Program, c'est-à-dire le PGE français. Donc, cher Frédéric Bascuñana et cher Jesus Nunes Unda, on va vraiment décortiquer ça parce que c'est une, faut dire une chose, c'est une bombe. Alors d'abord, je vais commencer par Jesus Nunes Unda. Cher Jesus, vous étiez à l'époque ce qu'on appelle insider à un fonds de pension qui s'appelle Lafayette, c'est ça? Tout à fait. En fait, à l'époque du Covid, j'étais associé gérant, en fait, d'un fonds d'investissement fondé par un Français, Thibaut Adrien, qui est un fonds d'investissement focalisé sur les immobiliers américains, fondamentalement avec de l'argent des grandes fortunes françaises et européennes, la famille Albert Frères, Xavier Niel, la famille Hermès, etc. Donc j'étais un des associés dans les fonds à l'époque de Covid aux États-Unis, justement quand il y a eu des demandes de cette entité Lafayette pour les soutiens du gouvernement américain avec un emprunt PPP qui était fait en fait avec des certifications fausses. Alors, ça veut dire que vous, en tant que fonds de pension, vous avez demandé donc du coup des prêts, c'est ça? Des prêts garantis? Un peu comme en France, PGE? Est-ce que c'est un peu pareil? Oui, en fait, il y a une différence à noter. Il y a les gestionnaires du fonds, qui est Lafayette, et il y a les fonds qui sont des véhicules avec de l'argent des investisseurs. Et donc, les gestionnaires qui s'appellent Lafayette reçoivent des commissions des fonds gérés, un pourcentage de fonds gérés, c'est ça les revenus du gestionnaire. Et donc, justement, c'est, disons là, la fraude pour arriver vite au corps du métier. Les fonds allaient très bien. L'immobilier américain, pendant les Covid, tout ce qui était résidentiel marchait très, très bien. Mais malgré ça, les gestionnaires allaient voir le gouvernement en disant je suis pas sûr ce qui va se passer avec les Covid, peut-être on n'aurait pas d'argent, donnez-moi un emprunt garanti par l'État. Et on sait à peu près de combien combien se chiffrait ce prêt? Oui, en fait, il y a eu 12 entités qui légalement qui ont demandé et c'était proche d'1 million de dollars. Donc c'est pas tellement genre des chiffres gigantesques, mais justement c'est ça qui est même plus dramatique. Comment un gestionnaire de fonds qui gère plus d'1 milliard pour des grandes fortunes et qui a absolument aucun besoin du soutien du gouvernement, justement, profite et abuse d'un programme du gouvernement pour garder l'emploi. Et pas juste ça, mais en fait, c'est public que l'argent demandé au gouvernement était transféré dans la compte personnel du patron du fonds, Thibaut Adrien, mais aussi d'un de ses associés, Louis Villa, un Français basé à Londres, qui est le gestionnaire de la fortune de Pierre-Édouard Stern. D'accord. Et aussi de Xavier Niel et d'autres, et les Albert Frères, etc.
Et dites-moi, du coup, il y a eu des centaines de milliards d'euros de prêts, enfin de dollars de prêts, parfois des prêts avec des photos de poupées Barbie. Comment expliquer que l'État fédéral américain ait prêté de l'argent comme ça, tous ces centaines de milliards, sans contrepartie derrière, et avec des fichiers un peu bidons, quoi? Écoutez, je crois qu'il y a deux raisons qui expliquent ça. La première, c'est une des raisons fondamentales, c'est qu'aux États-Unis, c'est une économie qui marche, disons, sur la confiance. Donc, par exemple, si on va demander une carte de crédit, on n'est pas nécessairement obligé de soumettre notre évidence de recevoir un salaire ou d'avoir de l'argent pour payer toute cette capacité de repaiement d'un prêt. Ce qui compte aux États-Unis, c'est notre parole, c'est la confiance, et c'est comme ça que les systèmes marchent. Donc, on rentre dans les sites internet de la banque, on dit ça, oui, effectivement, j'ai mon salaire, oui, j'ai gagné autant, oui, je pourrais payer la carte de crédit, et du coup, on reçoit une carte de crédit. Et donc ça c'est un fort contraste avec les autres pays. Par exemple, moi je suis mexicain, et au Mexique c'est complètement l'inverse. La banque a zéro confiance sur les consommateurs, et c'est au consommateur de prouver qu'en fait il a la capacité économique. Donc, cette différence fondamentale de comment la confiance fait partie du système financier, c'est une différence unique du système américain. Et donc, dans les cas du PPP, les personnes qui demandaient des emprunts certifiaient qu'ils avaient besoin de cet argent et que ces déclarations étaient vraies. Et donc, beaucoup de monde qui s'est fait choper, en fait, a fini en prison. Parce que justement, la contrepartie d'un système qui travaille sur la base de la confiance, c'est d'être très, très dur quand les gens sont chopés en train de frauder les institutions financières. Merci beaucoup. Cher Frédéric, là, oui, on parle quand même de 800 milliards de dollars, ouais, de prêts, quoi. Enfin, c'est quand même pas n'importe quelle somme. Mais mon cher Mike, c'est la plus grande fraude collective à l'échelle de l'histoire de l'humanité. La question qui est posée par la présence de notre insider, notre cher Ressus, c'est comment un tel degré de fumisterie est-il possible? En fait, quand tu commences à tirer la pelote, tu te dis, ok, attends, je vais un petit peu remonter dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Allez, par exemple, il y a 2 ans, allez, au doigt mouillé, on nous dit, c'est prêt à taux zéro qu'on va déverser sur les entreprises. Ok, ça part d'un bon sentiment, il faut soutenir l'effort de guerre contre ce petit virus avec ses bras musclés qui nous veut du mal. Ok, on peut comprendre, mais on fait à ce moment-là une évaluation, on se dit, devrait avoir 10-15% de fraude, et sous l'administration Biden, d'ailleurs, les chiffres commencent un peu à sortir, mais ils font pas si peur que ça. On nous dit que ça va peut-être représenter 70-75 milliards de dollars. Et c'était parti pour rester sous le boisseau, comme ça. On n'en aurait pas parlé sans le dodge de Elon Musk, sans le passage de Trump au pouvoir, on n'en parle pas. Et qu'est-ce qu'on découvre? En tirant la petite pelote déjà, premier chiffre, 800 milliards. Tu faisais d'ailleurs référence, Mike, à l'appellation Barbie Dolls. En fait, c'est le petit nom affectueux qu'a donné Elon Musk dans un tableau qu'il a fait à ses emplois fictifs, hein, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, à ses comptabilités parallèles, en faisant donc référence à d'ailleurs l'expression précise, c'est que il les appelle les Barbie Dolls photos to get PPP funds, hein, donc les photos de Barbie pour choper le Paycheck Protection Program, hein, donc je le retraduis pour les amis qui nous écoutent. Je rappelle un petit peu le terme technique pour qu'ils puissent faire leur petite recherche sur Google, hein, c'est toujours utile d'aller un peu creuser. Vous trouverez d'ailleurs des articles du Wall Street Journal, enfin pas mal de gens en parlent, hein, des fraudes. Ça commence à sortir. Et donc c'est Barbie Dolls photos, ça veut dire quoi? Ça veut dire
j'ai créé littéralement, moi, entreprise alléchée par tout ce pognon gratuit, j'ai créé des profils imaginaires. Hein. Donc, dans l'entreprise, par exemple, de Jesus, et c'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'on puisse l'inviter, parce que lui, il fait partie des rares qui en parlent à visage découvert malgré les pressions, malgré parce que je veux dire, il en subit énormément depuis qu'il est lanceur d'alerte sur ce sujet-là, et lui il nous explique que son entreprise est allée jusqu'à créer donc des emplois fictifs, y compris, comble de la mesquinerie, faire croire qu'ils avaient une femme de ménage à domicile dans l'entreprise, alors que c'était absolument pas le cas, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, on assiste à un truc délirant. Alors, est-ce qu'on est là, Mike, pour dire ouh, c'est mal, y a des gens qui ont fraudé, regardez en Amérique, ouh là là. Bah, ok, oui, c'est peut-être un dossier comme ça qui mériterait une manchette dans le Canard enchaîné. Et puis on zappera vite, on l'oubliera. Non. Ce qui est intéressant, c'est de se pencher maintenant sur la dimension systémique de la chose. Ça. D'abord, première remarque. Alors, pardon, tu voulais peut-être. Oui, non, mais c'est ça. intervenir. En fait, ce qui est important, c'est que c'est un système en réalité. Et j'imagine que ce n'est pas qu'un système américain, c'est aussi un système français, parce que la France a eu le PGE. Et je vais même aller un peu plus loin. Est-ce que la crise sanitaire n'est pas une création qui a été faite pour deux choses, c'est-à-dire, pour contrôler d'abord les gens, une sorte de laboratoire de contrôle, et deux, pour se renflouer les poches. Alors, écoute, tu mets les pieds dans le plat. Je vais évidemment apporter tout un tas d'arguments, puisqu'on a le temps de se poser sur cette émission. Et d'ailleurs, je t'en remercie, parce qu'on a besoin d'expliciter aux gens justement la dimension structurelle de ce scandale. Et alors structurelle, mais aussi schématiquement reproductible, parce qu'il se passe ça à chaque crise. Là, on a eu évidemment raison de s'offusquer pendant toute une période, et jusqu'ici, on n'a pas fini. Voilà, de la méthode d'enrichissement douteuse des grands labos. Évidemment, en absolue priorité, il fallait parler des effets secondaires de cette mauvaise gestion. Il fallait aussi évoquer les aspects de la guerre cognitive. Mais maintenant, je pense qu'on commence à avoir assez de recul et de lucidité pour s'intéresser au véritable dessous des cartes. Donc je reprends un peu tes termes, Mike. Oui, la pandémie Covid-19, c'est ma thèse, a été instrumentalisée, notamment pour accélérer une dépendance structurelle au marché financier, qui renforce ainsi l'emprise d'une oligarchie bancaire transnationale. Et c'est pas du tout exagéré de le dire. Alors, on a tout un tas d'éléments en ce sens. D'abord, je voudrais continuer de rebondir sur l'affaire de Jesus. Parce que là aussi, en termes de collusion, elle est très intéressante. On a quand même un trader, alors il faut quand même aussi faire un hommage à Jesus parce que il est quand même partenaire chez Lafayette. Il pourrait se taire, il pourrait empocher l'argent comme tout le monde et il dit non, moi je peux pas, j'ai un gros problème de conscience. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des messages à divers partenaires et clients et il leur dit les gars, là il se passe un truc, je suis pas d'accord. Vous avez une double comptabilité dans une entreprise qui se veut sérieuse. Enfin, on est quand même un fonds d'investissement, excusez-moi du peu. On est un fonds d'investissement, je sais pas si vous réalisez. Un fonds d'investissement, qu'est-ce que ça veut dire? Notamment que ceux qui investissent dans ces fonds, au travers de leurs propres comptables, auditeurs, commissaires aux comptes, vérifient s'ils sont bien gérés. Ils peuvent pas dire on sait pas comment c'est géré. C'est un de leurs principaux centres d'intérêt. Tu mets de l'argent dans un fonds, tu veux savoir comment cet argent est utilisé, comment il est ventilé, où est-ce que tu l'investis. Tu arrives pas la bouche en cœur 10 ans plus tard en disant alors les gars, qu'est-ce qui se passe? Non, tu veux t'assurer que ce fonds, il est sérieux. Donc ça, vraiment, j'insiste sur la dimension, je dirais, de contrôle qui exclut absolument l'hypothèse selon laquelle ces gens-là pourraient n'être pas au courant des malversations. Et j'en veux pour preuve, d'ailleurs, ce sont des preuves que Jesus peut, à la demande, évidemment en faisant bien attention, en prenant ses données avec des pincettes, il peut fournir des emails qu'il a échangés avec certains gros investisseurs ou ceux qui les représentent, qui sont par exemple des présidents de conseils d'administration, et il les avertit, et eux, en gros, qu'est-ce qu'ils disent? Ben rien. Ou alors même ils lui répondent, l'air de dire attends, c'est pas notre problème pour le moment, laisse faire quoi. Je sais pas si vous réalisez déjà la gravité du truc. Donc là, en effet, c'est quand même intéressant de regarder un petit peu du côté de la France et de se rappeler qu'on a, et de l'Europe,
qu'on a des investisseurs comme Xavier Niel, en tout cas ceux qui le représentent. Vous prenez par exemple Édouard Guérand, qui est le président du conseil d'administration du groupe Hermès. Tout à l'heure, on a cité, je crois, Albert Frère, donc c'est les milliardaires belges de premier plan. Vous avez le patron en France d'un des plus gros fonds d'investissement du monde qui s'appelle Advent International, donc qui est un fonds US mais qui a des antennes un peu dans tous les pays, qui lui aussi reçoit ses emails, échange avec les gens qui représentent Lafayette, et tous ces gens-là, et on peut en citer d'autres, puisque c'est quand même un fonds assez sérieux, Lafayette, d'un point de vue clientèle, c'est sérieux, quoi. C'est un bon portefeuille, les mecs, ils ont bien bossé quand même. Bon, aucun ne dit stop. Donc là, déjà, vous commencez à avoir une sorte de... Pour être sur le langage de l'anglosphère et du jargon, on est dans un pattern. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on voit tout cet argent arriver et se déverser, on a, je répète ce que disait Jesus, c'est très important de le redire, parce que ça, c'est peut-être ce que les gens vont oublier. Mais non, il faut surtout pas l'oublier. Il nous dit, d'abord, Lafayette se porte très bien, et les investisseurs qui ont mis des fonds là, ils sont pas menacés par cette crise. Pas du tout. Non, ils en font une opportunité de s'enrichir un petit peu plus. Alors vous allez me dire, ok, on a pris un exemple, c'est celui d'un unique insider, on peut pas tous vous les amener. Quand on les additionne tous, ça va nous faire du 800 milliards, les gars. Ça fait du monde, quand même. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et là, on voudrait me faire croire, moi, et je mets au défi quiconque de me traiter de complotiste parce que je vais amener d'autres arguments en support de ce que j'annonce. On voudrait me faire croire à moi que sur tous ces fonds-là qui ont été accordés gratuitement, il y aurait que de la fumisterie, aussi bien au niveau de l'État que des entreprises, que de la fumisterie. Sous administration Biden, les lanceurs d'alerte comme Jesus, ils sont rares, et ils mouftent pas trop. D'abord, la plupart, ils préfèrent se taire. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des mesures incitatives pour être lanceur d'alerte. D'accord, ça c'est il faut quand même reconnaître que c'est une qualité de leur système que nous n'avons pas. C'est-à-dire, je m'explique, si par exemple un lanceur d'alerte décide de se manifester auprès du FBI, ce qui est le cas de Jesus, qui a été cuisiné par le FBI pendant plusieurs après-midi d'affilée, des séances d'interrogatoire de 3, 4, 5 heures. Donc si un lanceur d'alerte fait la démarche, il est protégé par une loi américaine qui s'appelle le False Claim Act, et qui est très ancienne. Elle a plusieurs générations, cette loi. Je crois qu'elle a même plus de 100 ans. Bon, donc ça, c'est un élément culturel qui est difficile pour nous à appréhender parce que nous n'avons pas ce dispositif. Mais en dépit de cela, les lanceurs d'alerte, ils se jettent pas comme ça facilement dans la gueule du loup aux États-Unis pour une raison simple, c'est qu'ils pourraient être contre-attaqués pour diffamation. Donc si le gars, il est pas vraiment sûr, s'il est pas vraiment sûr de son coup et s'il a pas accès à toute la data, il dit rien parce qu'il sait qu'on va le menacer d'abord d'une mort sociale garantie. Et évidemment, il va perdre son job et tout ça. Et puis, il sera difficilement réemployable. On est quand même chez l'oncle Sam dans une économie particulière où c'est pas facile de se faire une notoriété de lanceur d'alerte qui dénonce la fausse comptabilité de son employeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas innocent ces choses-là. Donc remercions les gens comme Jesus d'avoir eu ce courage-là. Mais il faut savoir donc que ce mouvement de lanceurs d'alerte massif qui les a démultipliés face au public, bien, il est facilité par l'arrivée de Trump au pouvoir. Là, je suis pas du tout dans le jugement ou l'évaluation de même des avantages liés à Trump en tant que tel. Je vais pas vous faire de l'idéologie autour de son parti, c'est pas le sujet. Je dis juste que la mécanique mise en place, notamment par Dodge et par Elon Musk, et ces mécanismes d'audit ont absolument tout changé. Donc, ils sont de plus en plus nombreux à sortir du bois. Et les affaires explosent. Donc, tout ça pour dire que le pattern, donc le schéma reproductible que l'on voit apparaître, eh bien, c'est le suivant. C'est que, d'abord, je le redis, entreprises ou États peuvent pas avoir un tel degré de fumisterie. Je veux dire, au bout d'un moment, quand t'as des milliards comme ça qui sortent et dont tu sens bien qu'il y a un problème sur les comptabilités parallèles, et que les demandes sont quand même envoyées aussi par des groupes de premier plan qui, eux, ont des armadas de comptables pour présenter les comptes et plaider leur cas, et on sait donc que ces gens-là ont des réserves, balancer l'argent sans prioriser les TPE, les PME, mais aller balancer tout ça dans des fonds et dans des multinationales, déjà tu commences un peu à trouver ça un peu inquiétant, ok ? Donc, si vous voulez, l'argument de la fumisterie, de l'incompétence... Ouais, ça va, quoi, ça va. Je connais les phrases de Rocard, ça tient pas honnêtement, ça tient pas une seule seconde. Il y a forcément un complot, parce que Rocard il dit faut pas passer par le complot, faut dire qu'en gros les élites étaient un peu bêtes. Je dirais collusion implicite, mon cher Mike. Plutôt collusion. Je dirais collusion. Parce que quand tu balances l'argent comme ça à flot, facilement, déjà t'as pas les entreprises à dos pendant cette phase de Covid
où l'autre il publie son bouquin Schwab en nous disant regardez, le Great Reset c'est fabuleux, on va bosser à la maison, tout ça va être chouette. Vous voyez bien qu'en fait la grande transformation qui est provoquée à l'échelle de l'économie, elle sert à vous vendre un nouveau paradigme, une nouvelle vision du monde, un nouveau prisme idéologique. Vous pouvez pas avoir comme un caillou dans la chaussure les entreprises qui vont dire monsieur, là il y a un truc qui cloche, vous êtes en train de tuer l'économie réelle. Non, pour qu'elles se testent, tu leur balances de l'argent sans aucune réflexion, sans aucun contrôle. Aucun contrôle. Et c'est sûr. Un véritable enfer de richesse, les amis. Merci. Pour une raison simple. Et juste avant de prendre la parole, je tiens à terminer sur ça, qui est essentiel. C'est qu'au final, à qui est-ce que ça coûte tout ça? Ça coûte aux contribuables. Et oui. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.